Comme vous le savez sans doute, la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir arrive le 2 septembre pour 8 épisodes. On savait déjà qu'un grand moment de présentation de cette série, très attendue, se tiendra durant le Comic Con de San Diego qui aura lieu du 21 au 24 juillet. Toutefois, la surprise du mercredi 6 juillet, c'était un nouveau teaser d'1 minute disponible uniquement sur Prime Video pour les abonnés, sachant qu'un bref aperçu de 15 secondes en a été diffusé sur YouTube, même si la totalité du teaser en question a rapidement fait surface sur Internet qui déteste les paywalls pour ce type de contenu promotionnel. Et ce n'est pas tout puisque ce teaser indique qu'une bande-annonce arrive le 14 juillet. Pour l'instant, nous n'avons eu que des teasers quasiment dénués de dialogue. La grande différence avec une bande-annonce, c'est non seulement qu'elle sera plus longue, bien entendu, mais aussi qu'elle donnera une idée bien plus précise de la tonalité et des intrigues surtout de cette première saison au budget astronomique. Attention, transition réalisée sans trucage puisque c'est un phénomène astronomique, en l'occurrence la longue trajectoire d'une météorite dans les cieux de la Terre du Milieu qui va servir de liant à ce deuxième teaser. Alors très clairement, le montage cherche à laisser penser que tous les regards suivent cette trajectoire, mais il me semble que si c'est bien le cas d'une grande majorité des personnages de ce teaser, certains regardent sans doute autre chose. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que ce teaser vient placer l'étranger qui sera révélé comme ayant voyagé au cœur de cette météorite comme un élément crucial de cette première saison. On sait déjà que cet étranger sera en quelque sorte secouru, du moins récupéré par les hobbits pieds velus et notamment la curieuse Elanor qui lui tendra la main la toute première. Ce personnage laisse perplexe bon nombre de connaisseurs de l'œuvre de Tolkien puisqu'il s'agit d'une invention des créateurs de la série. Création du moins concernant cette forme, cette idée de météorite, mais pas pour autant invention d'un nouveau personnage, mais j'y reviendrai en fin de vidéo en évoquant avec vous l'identité qui semble maintenant s'orienter dans une certaine direction. Avant d'aller plus loin, sachez que sur ma chaîne secondaire Captain Jeux de rôle, nous menons une série de parties en Terre du Milieu avec la deuxième version du jeu L'Anneau unique, du One Ring, et dans des scénarios de ma propre création que j'ai situé, parce que je suis un peu fou, à l'âge des arbres en Terre du Milieu, dans la région du Beleriand. Alors si cela vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne secondaire et découvrez ces aventures ou les autres qui se situent dans un univers de ma création personnelle. Le lien est bien sûr disponible en description de cette vidéo. J'en reviens à ce teaser en évoquant la musique d'abord. Elle reste relativement générique malheureusement, mais on sait que la musique est souvent l'un des éléments qui est terminé en dernier dans une production avec les effets numériques. Évidemment, il y a des exceptions comme pour Dune où la musique avait précédé le tournage, mais on peut penser que celle qui accompagne ce teaser n'est pas forcément représentative de la bande originale composée pour la série. Le paysage entourant la tour, déjà révélé dans de magnifiques images, se situe dans la région de Harad, et notamment à proximité du village de Tir Harad, qui verra l'essentiel des événements concernant l'humaine Bronwyn et l'elfe Arondir. Le cours d'eau qu'on distingue à proximité pourrait correspondre au fleuve Arnen qui coule depuis les montagnes sud du Mordor et se jette dans la baie de Belfalas. Entre les elfes ou les Numénoréens, difficile de déterminer à coup sûr qui a bâti cette tour ainsi que le pont qui se situe à proximité, mais je penche quand même assez nettement en faveur des elfes Sindar, ce qui vient annoncer peut-être un style qu'on retrouverait bien plus tard à Dol Amroth par exemple. On remarque que Sadok Burrows, le sage hobbit interprété par Sir Lenny Henry, consulte un langage ancien, de toute évidence une forme de proto-langue utilisée par son peuple, les hobbits pieds velus, mais inventé là aussi pour l'occasion de la série, ce qui est une démarche intéressante au regard du rôle déterminant essentiel des langues inventées par Tolkien dans la définition de son univers et de ses peuples. On avait déjà vu le visage légèrement soucieux de Gil-galad alors qu'il observe le phénomène dans le ciel, et le sage hobbit lui-même souligne que les cieux sont étranges pour venir appuyer sans doute l'ambivalence que suscite ce phénomène de la météorite entre émerveillement et crainte. Sur le navire signe des Teleri, on retrouve quelques elfes et notamment Galadriel au premier plan. Il est très difficile de situer cette scène avec précision, mais pour le moment, je dirais qu'il s'agit peut-être d'un événement du prologue qui se situe durant l'âge des arbres et que Galadriel fait alors un court voyage d'agrément entre l'île de Tor Eressëa et le Valinor. La magnifique lueur qu'on devine et qui fascine les elfes serait sans doute celle des arbres de Valinor.
Galadriel est née à Valinor et elle en est partie et revenue une seule fois. Son départ s'est fait à pied avec la traversée des glaces septentrionales de l'Elkaraxé et son retour n'est survenu que des milliers d'années plus tard, à la fin du Troisième Âge, son départ étant dans le Retour du Roi. La présence des oiseaux blancs enchanteurs et le bateau en forme de cygne, tout vient porter l'impression de la proximité avec le Valinor, le monde de ceux qu'on peut appeler les dieux ou les puissances d'Arda, les Valar. Personnellement, je vous le dis clairement, je trouve ce passage magnifique et le fait que certains elfes aient les cheveux courts ne me gêne pas ou plus du tout. Toutefois, en dehors d'un voyage d'agrément qui n'aurait que peu d'intérêt narratif, si ce n'est la mise en avant de la splendeur du Valinor, et ce n'est pas rien, on peut éventuellement imaginer aussi un cas de figure très différent, par exemple une tentative de revenir au Valinor à la fin du Premier Âge, et un terrible refus qui se traduirait par une tempête et le naufrage du navire elfique. On pourrait alors rapprocher cette séquence de celle du premier teaser quand une Galadriel à la mer était récupérée par un humain sur un radeau de fortune. Il me semble que symboliquement ce rejet physique de Galadriel avec ce naufrage alors qu'elle voulait rejoindre le Valinor, ce serait très intéressant et rejet du fait de la malédiction bien sûr qui pèse sur les Noldor qui avaient quitté le pays béni suite au serment de Fëanor. Voilà qui pourrait être intéressant comme point de départ psychologique pour le personnage, d'autant plus qu'on en a l'ultime dénouement à la fin du Retour du Roi, et donc à son départ pour de bon cette fois vers Valinor. Concernant le plan sur le visage du prince Durin, voilà qui je pense est typiquement ajouté alors qu'il n'a a priori rien à voir avec l'observation de la météorite. Il s'agit sans doute d'une interaction qui se déroule à Khazad-dûm, la Moria si vous préférez. Autre plan absolument magnifique, celui qui correspond sans doute au Lindon où réside Gil-galad, le haut roi des elfes, alors qu'il y reçoit la visite peut-être d'Elrond et Celebrimbor, même si la scène avec Elrond et Celebrimbor pourrait se situer là où réside Celebrimbor lui-même et pas chez Gil-galad. Alors c'est vrai, j'avais fait part de ma déception au sujet de l'apparence de Celebrimbor dans ma précédente vidéo qui était consacrée aux images récentes et notamment aux orques magnifiques, mais je dois souligner ici qu'après vérification et réflexion, Tolkien ne décrit à vrai dire jamais le physique de ce personnage de Celebrimbor dans ses écrits et que ce n'est que la représentation mentale que j'avais de ce personnage qui ne correspond pas au choix de cet acteur. Acteur très bon au demeurant, donc je garde l'esprit totalement ouvert au sujet de ce personnage. La romance entre Bronwyn et Arondir est soulignée par leurs mains qui se trouvent alors qu'ils observent le corps céleste. On a ensuite notre premier visuel de Tar Myriel, ou Myriel, la reine de Númenor. Je ne sais pas si c'est aussi la météorite qu'elle suit du regard, mais on remarque qu'elle est entourée d'une pluie de pétales argentés. Il s'agit peut-être simplement de ce que lancent les citoyens sur son passage, ou alors, et je penche plutôt pour cette solution, de la floraison de Nimlos, l'arbre sacré planté à la cour royale d'Arménélos et qui aura une certaine importance symbolique au fil des saisons de cette série. On remarque au passage l'armure d'un garde royal, sans doute, avec un joli bouclier dont le symbole solaire correspond à celui de l'épée tenue par Elendil dans son poster, épée qui ne serait pas en l'occurrence la fameuse Narsil dont héritera bien plus tard Aragorn, du moins selon les showrunners. Enfin, la météorite survole des terres boisées en nous offrant la grande joie de voir non seulement des Ents, mais surtout une famille Ent avec une Ent femme, un enfant Ent, et un Ent dont on a sans doute un peu plus l'habitude. Et je peux souligner que Sylvebarbe existe bel et bien déjà à cette époque, donc potentiellement on pourrait le voir dans cette série. C'est bien sûr Elanor Brandyfoot, la pied-velue, qui observe la chute de la météorite et qui ne pourra s'empêcher de rejoindre le point d'impact. Les dernières images nous révèlent un peu plus des splendeurs de l'île de Númenor, sans que je ne puisse affirmer avec certitude de quelle ville il s'agit ici. Toutefois, c'est peut-être le fleuve Cyril qui est représenté, fleuve dont la source se situe dans le Meneltarma, le mont sacré de Númenor qui est au centre de l'île, et la cité pourrait donc être la capitale, Arménélos. Pour revenir sur l'identité de l'homme de la météorite, il me semble de plus en plus probable qu'il s'agisse tout simplement de Sauron, si vous préférez. Alors initialement, je penchais plutôt pour l'un des mages bleus, membres de l'ordre de Gandalf et Saruman, les Istari, car certaines sources confirment la possibilité que les deux mages bleus, puisqu'ils sont deux a priori, soient arrivés en Terre du Milieu lors du Deuxième Âge, alors que tous les autres, notamment Gandalf, Saruman, Radagast, sont arrivés au Troisième Âge. Si je penche pour Sauron, c'est que la météorite est un élément important qui peut être perçu comme un bon ou un mauvais présage.
En outre, l'idée d'un être arrivé dans une météorite serait perçue par certains comme la preuve qu'il s'agit d'un envoyé du Valinor. Si on met ces éléments bout à bout, on pourrait comprendre ce qui poussera Celebrimbor à accorder sa confiance à cet envoyé tombé du ciel littéralement qui déploiera des arguments pour se présenter comme celui capable d'élever l'art et la civilisation elfique vers de nouveaux sommets. Pour rappel, Celebrimbor est le maître artisan à l'origine de la création des 3 anneaux des elfes notamment. Sachant que cet étranger est accueilli par des pieds velus, ce qui chagrinera certains, c'est que beaucoup considèrent que Sauron n'avait pas vraiment conscience de l'existence des hobbits avant la guerre de l'anneau. Il me semble toutefois que ce raisonnement n'est pas nécessairement juste. Sauron devait avoir connaissance de ce petit peuple qui existe depuis les jours anciens, mais il ne devait pas leur accorder la moindre importance, aussi bien en termes de pouvoir que de menace. S'il est besoin pour comprendre comment il pourrait s'agir de Sauron, il faut se souvenir qu'au terme du Premier Âge, quand Morgoth, son maître, a été vaincu, Sauron s'est repenti face aux héros des Valar, mais il a fui l'invitation à se présenter face au jugement de leur roi, Manwë. Entre-temps, Sauron a pu se cacher, réfléchir à ce qu'il avait fait et éventuellement tenter un nouveau départ, en quelque sorte, au travers de cette chute qui serait une forme de renaissance. Ce pourrait être cela et son retour graduel vers le désir de domination et le mal, soit directement un subterfuge, comme je le disais, pour se faire passer pour un envoyé des Valar ou toute autre chose que je ne parviens pas à imaginer pour le moment. Il y a une autre théorie magnifique et poétique, mais qui me semble très peu probable. Elle se trouve sur Reddit bien sûr, et on y évoque Tilion, un Maya qui conduit la lune et qui pourrait en être tombé, comme dans une chanson à boire Hobbit. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. C'est en anglais, je vous préviens. Même si le Maya qui conduit la lune serait une drôle d'idée potentiellement intéressante, j'avoue avoir du mal à trouver la logique vis-à-vis des enjeux essentiels du Deuxième Âge et l'argument de Sauron se présentant sous le nom d'Anatar comme un envoyé de Valinor me semble vraiment résonner avec cette météorite. D'autant plus qu'une météorite c'est bien trop bling bling pour les elfes suffisamment sages, mais parfait pour vendre du rêve à ceux qui, comme Celebrimbor, n'ont en tête qu'un destin flamboyant et une gloire éternelle. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas vous retrouver avec la queue-poue de Sadok Burrows et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau teaser, puisque les commentaires aident au référencement de la vidéo. Et oui, il faut le savoir. Merci à toutes et à tous, je vous remercie, je vous donne rendez-vous notamment lundi pour la prochaine vidéo consacrée à la saison 4 de Westworld. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!